Le surréalisme, un mot qu'on entend assez souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? On va essayer de voir ça ensemble, de déverrouiller ce mouvement artistique qui a tout changé en explorant ces trois principes fondamentaux. C'est parti pour un petit voyage dans un monde où les rêves et la réalité, eh bien, ils ne font plus qu'un. Tout part de cette question, une question un peu folle à l'époque. Et si l'art pouvait se passer de la raison? Il faut se remettre dans le contexte, hein. On sort à peine de la Première Guerre mondiale. Pour beaucoup d'artistes et de poètes, la logique, l'ordre, la raison, tout ça, ça a mené à une catastrophe sans nom. Alors, forcément, ils ont commencé à chercher autre chose, une autre voie. Et cette autre voie, c'était d'atteindre le surréel, une sorte de réalité supérieure. Mais attention, pas une réalité qui se trouverait ailleurs, dans un autre monde. Non, pour eux, cette réalité, elle est en nous, à l'intérieur, dans notre inconscient. L'idée, c'était donc de libérer la pensée, de faire sauter les verrous de la logique pour aller explorer cet univers intérieur qui est bien plus vaste et, selon eux, bien plus vrai. Bon, d'accord. Mais comment on fait concrètement pour y parvenir? Eh bien, les surréalistes n'ont pas juste improvisé. Ils ont mis au point des techniques bien précises. Pour bien comprendre leur démarche, on va donc explorer trois clés essentielles. C'est un peu comme un voyage au centre de l'esprit humain. Alors la première clé, c'est sans doute la plus fondamentale de toutes, l'automatisme psychique. C'était vraiment leur méthode de base pour, disons, court-circuiter l'esprit rationnel et laisser l'inconscient parler directement, sans filtre. C'est André Breton qui en donne la définition officielle en 1924. Pour lui, c'est une dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Ce qui est crucial de retenir, c'est cette idée de liberté totale. On écrit, on dessine, sans se soucier de savoir si c'est beau, si c'est bien. C'est l'expression brute de la pensée. Bien sûr, cette idée ne sort pas de nulle part. Elle est directement inspirée par les travaux d'un certain Sigmund Freud et de la psychanalyse. Pour les surréalistes, c'était une sorte de validation scientifique de leur intuition. Ils se sont dit, voilà, c'est exactement ça. Ce réel intérieur, ce monde psychique qui bouillonne juste sous la surface de notre conscience, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et pour rendre tout ça concret, ils ont inventé des jeux. Le plus célèbre, c'est le cadavre exquis. Le principe est génialement simple. Une personne dessine ou écrit quelque chose sur un bout de papier, elle le plie pour cacher sa contribution et elle le passe à son voisin qui continue sans savoir ce qui a été fait avant. Le résultat final, eh bien, c'est une création collective, totalement imprévisible et surtout complètement automatique. Mais cette méthode, aussi géniale soit-elle, a provoqué de sacrés débats à l'intérieur même du groupe. Est-ce que l'artiste doit être totalement passif, une sorte de machine, ou est-ce qu'il a encore son mot à dire? Deux visions se sont vraiment affrontées là-dessus. D'un côté, on a le puriste, André Breton. Pour lui, la position est claire et nette. L'artiste est un simple appareil enregistreur. Il ne fait que transcrire passivement ce que lui dicte l'inconscient. Toute intervention de la conscience est une sorte de trahison. Et de l'autre côté, il y a des poètes comme Louis Aragon, qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Pour lui, l'inspiration automatique, c'est un point de départ, c'est la matière brute. Mais après, il faut le talent et le travail de l'artiste pour la transformer en une véritable œuvre d'art. L'inspiration, c'est une compétence qui se travaille, elle n'est pas juste subie. Toute cette recherche d'une expression pure, automatique, avait un but bien précis. Et ça, c'est notre deuxième clé, produire ce que les surréalistes appelaient le merveilleux, c'est-à-dire une image capable de choquer, de surprendre et de révéler une beauté complètement inédite. Pour Breton, c'est simple, il n'y a de beauté que dans le merveilleux. L'image est donc vraiment au cœur de toute leur poésie. C'est par elle qu'on peut espérer transformer notre perception du monde. Mais qu'est-ce qu'une image surréaliste au juste? Eh bien, selon le poète Pierre Réverdy, une image forte ne naît pas d'une simple comparaison. Elle naît du rapprochement, totalement inattendu, de deux réalités qui n'ont a priori rien à voir l'une avec l'autre. Et plus ces réalités sont éloignées, plus l'image est puissante. L'exemple parfait, c'est cette phrase du poète Lautréamont. C'est devenu leur cri de ralliement. La phrase est étrange, très visuelle, et elle ouvre un univers mental complètement nouveau, juste en associant des objets qui n'ont rien à faire ensemble. Voilà l'image surréaliste par excellence. Le but de l'image surréaliste, c'est donc de provoquer un choc. Elle veut nous arracher à nos petites habitudes de pensée, à notre perception banale du quotidien. L'objectif, c'est de créer un monde poétique autonome, une réalité neuve, saisissante. D'accord. Donc l'automatisme libère la parole de l'inconscient et l'image merveilleuse en est le résultat. Mais comment est-ce que ces visions intérieures se connectent au monde réel? C'est là qu'intervient notre troisième clé, la plus philosophique de toutes, le hasard objectif. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le hasard objectif? C'est une coïncidence qui n'est pas juste un hasard.
C'est ce moment un peu magique où un désir profond, intérieur, rencontre par surprise un événement dans le monde extérieur qui semble lui répondre. En gros, c'est le hasard qui, tout d'un coup, fait sens. Mais pour trouver ce hasard objectif, il ne suffit pas d'attendre. Il faut adopter une certaine attitude. Les surréalistes parlaient d'un comportement lyrique. Ça veut dire être disponible, attentif aux signes que le monde nous envoie, être ouvert à l'inattendu, sans chercher à tout contrôler. Autrement dit, c'est se promener dans la vie un peu comme on se promène dans un poème. S'errer, flâner et savoir reconnaître la signification profonde qui peut se cacher derrière une rencontre fortuite ou une coïncidence un peu étrange. Ces trois clés ensemble, l'automatisme, l'image merveilleuse, le hasard objectif, ce ne sont pas juste des techniques. Elles forment une nouvelle manière de vivre et de voir le monde. Et même après la fin du groupe historique, cette révolution de l'esprit a eu un impact absolument immense. La recherche d'une expression automatique et la puissance de l'image inattendue ont profondément marqué des générations d'artistes et de poètes, bien au-delà des frontières du mouvement surréaliste d'origine. Et l'héritage le plus évident, finalement, il est là, dans notre vocabulaire de tous les jours. Quand on décrit une scène étrange ou une situation absurde comme étant surréaliste, on rend hommage, sans même le savoir, à la vision de ces artistes qui voulaient voir le monde différemment. Au bout du compte, le surréalisme nous laisse avec cette grande question. Il nous invite à regarder au-delà des apparences, à nous méfier un peu de nos certitudes et à explorer ce qui se cache de l'autre côté du miroir de la raison. Et cette quête, encore aujourd'hui, reste absolument fascinante.